Avant que la Seconde Guerre mondiale n'éclate sur la scène mondiale, le monde bouillonnait déjà depuis des années de nombreux conflits et tensions mineures. Mais tous étaient trop absorbés par le quotidien pour voir la situation globale. Avançons jusqu'en 2025. Vous connaissez sûrement l'histoire de la grenouille dans l'eau bouillante. Plongée d'un coup, elle s'échappe aussitôt. Mais si on chauffe l'eau lentement, elle ne réalise jamais le danger avant qu'il ne soit trop tard. En ce moment, l'Occident pourrait bien être cette grenouille. Tandis que nous faisons défiler l'actualité, la Russie s'ingère chez ses voisins, des cyberattaques paralysent les réseaux électriques et des troupes s'amassent aux frontières de l'OTAN. Tout cela peut sembler anodin, mais avec du recul, on dirait que l'histoire se répète, et pas de la meilleure façon. Pour empirer la situation, le filet de sécurité de l'Europe, les États-Unis, commence à s'affaiblir. Les partenariats transatlantiques, jadis solides, sont désormais éprouvés jusqu'à leurs limites. Washington remet en question la pertinence de l'OTAN et se retire de ses engagements mondiaux. Et pour la première fois depuis des décennies, les dirigeants européens pourraient devoir se défendre sans leur allié le plus puissant. Ce n'est pas un changement passager, c'est un avertissement, un changement fondamental dans la façon dont le continent pense à la guerre, à la paix et à la survie. Pour comprendre comment l'Europe réagit à la menace croissante de la guerre, nous devons d'abord comprendre à quoi elle est confrontée. Le champ de bataille a changé, tant géographiquement que dans sa forme. La Russie ne suit plus les anciennes règles de guerre, ils ont adopté une stratégie d'échec multidimensionnelle. Ces dernières décennies, plus de 30 000 soldats ont été déployés près du corridor de Suwałki, un passage étroit entre la Pologne et la Lituanie, le long des frontières orientales de l'OTAN, rendant les États baltes constamment nerveux. Avant l'invasion de l'Ukraine en 2022, leur vaste exercice militaire Zapad simulait la prise des capitales baltes en moins de 60 heures. Ce n'est pas vraiment subtil, mais les chars et les troupes conventionnelles ne sont que la partie visible de l'iceberg. En 2007, les unités cybernétiques russes ont paralysé l'infrastructure numérique estonienne et sondent régulièrement les réseaux électriques, bancaires et gouvernementaux européens. L'attaque de 2022 qui a désactivé les communications satellites de l'Ukraine juste avant l'invasion était typique de leur mode opératoire actuel. Certains Européens se rappellent les hivers où ils ne pouvaient pas chauffer leur appartement à cause des jeux énergétiques de la Russie. Avant la guerre en Ukraine, qui a révélé la vulnérabilité de cette source d'énergie controversée, la Russie contrôlait 40% de l'approvisionnement en gaz naturel de l'Europe, utilisant cette influence comme levier politique. La construction rapide de terminaux gaz naturel liquéfiés par l'Allemagne était une question non seulement écologique, mais aussi de survie. Pendant que tout le monde surveillait la Russie, la Chine est discrètement devenue le propriétaire de l'Europe. Il détenait des parts importantes dans 14 grands ports européens, dont le port du Pirée en Grèce, le terminal de Hambourg en Allemagne et des centres maritimes clés en Italie. Lorsqu'une entreprise chinoise achète votre port local, ce n'est pas seulement une affaire commerciale, c'est Pékin qui gagne un point d'appui stratégique. La situation technologique est alarmante. Les universités et entreprises européennes ont perdu des connaissances cruciales au profit de la Chine. Les recherches en intelligence artificielle des universités allemandes et les conceptions de semi-conducteurs des laboratoires néerlandais se retrouvent souvent dans des applications militaires chinoises, avant que les pays européens n'aient le temps de mettre en place des contrôles à l'exportation. Pendant ce temps, l'armée chinoise ne se limite plus à l'Asie. Leur marine mène des exercices conjoints avec la Russie en mer Baltique. Des navires de recherche chinois surveillent les opérations de l'OTAN en Méditerranée. Leur réseau de surveillance mondiale peut suivre depuis l'espace les mouvements militaires en Europe. L'Europe considère la Chine comme un partenaire commercial, tandis que Pékin perçoit l'Europe comme une région vulnérable de l'Occident, propice à l'influence, l'investissement et la perturbation subtile. La Chine construit patiemment des points de levier sans recourir à la force. Une autre tendance rappelle de manière inquiétante le déroulement des événements dans les années 1920 et 1930. Les accords internationaux n'ont plus la même importance qu'autrefois. Le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, ou traité forces nucléaires à portée intermédiaire, est mort. Le traité ciel ouvert, autorisant la surveillance aérienne des sites militaires, a été délaissé. Le traité nucléaire, traité de réduction des armes stratégiques, est en difficulté, marquant un retour à un monde où la puissance militaire prime sur les accords juridiques. Les institutions conçues pour empêcher une nouvelle guerre sont elles-mêmes au bord du gouffre. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies est paralysé par les vétos russes et chinois, ainsi que par des États-Unis de plus en plus imprévisibles. L'Organisation mondiale du commerce peine à résoudre les conflits commerciaux. Même l'OTAN est divisée sur les priorités des dépenses militaires. Quand la Turquie peut bloquer l'adhésion de la Suède pendant des années, et que la Hongrie soutient souvent la Russie, la garantie de défense mutuelle, fondement de l'OTAN, semble de plus en plus fragile.
Ce n'est pas la guerre froide avec des camps et des règles bien définies. Une situation chaotique se prépare, où les agresseurs exploitent chaque vulnérabilité, en restant juste en dessous du seuil d'un conflit ouvert. L'Europe est une mosaïque diversifiée d'histoire, de géographie et de priorités de défense, et non un bloc monolithique. Bien que les menaces touchent tout le continent, les réponses restent très régionales. De l'Arctique glacé à la Méditerranée brûlante, chaque recoin de l'Europe se prépare à sa manière. Certains creusent des tranchées, d'autres ressortent d'anciennes doctrines, rétablissent la conscription ou créent de nouvelles unités cyber. Pour comprendre comment l'Europe se prépare à l'impensable, examinons la situation région par région. Débutons par l'Est, où aucune région ne ressent autant la menace russe que ses pays vivant dans l'ombre des occupations passées. La Pologne ne se contente pas de constituer une armée, elle érige une véritable forteresse. D'ici 2040, elle vise à posséder la plus grande armée de terre d'Europe, avec plus de 300 000 soldats actifs et un budget de défense dépassant les 4% du produit intérieur brut. Elle acquiert des centaines de chars, de systèmes High Mobility Artillery Rocket System de F-35 d'hélicoptères Apache auprès de fournisseurs américains et sud-coréens. Varsovie ne se prépare pas à une guerre, mais à la guerre. Les États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, ont adopté un modèle de défense totale alliant résilience civile et mobilisation rapide. Leur petite taille et leur force. En Suisse, la population peut rapidement s'adapter, mobiliser les réserves et activer la défense nationale. Les écoliers apprennent les premiers secours, les citoyens savent défendre les infrastructures, et en cas de crise, chaque ressource compte. La Roumanie et la Bulgarie, longtemps sous-estimées au sein de l'OTAN, renforcent leur défense en mer Noire face à l'activité navale russe croissante. La Roumanie accueille un nombre record de soldats américains et investit massivement dans les F-16, la défense antimissile et la modernisation de sa marine. La Bulgarie prend enfin conscience de l'importance stratégique de son littoral et de ses infrastructures énergétiques, malgré une réaction tardive. Le Nord a toujours pris la sécurité au sérieux. Froid, isolé et riche en ressources, la profondeur stratégique y est primordiale. Il se prépare désormais comme jamais. La Finlande, nouveau membre de l'OTAN, apporte son engagement et un modèle de défense nationale envié en Europe. Grâce à la conscription masculine, une grande réserve formée et une culture de résilience enracinée, chaque famille finlandaise connaît l'abri le plus proche. La Suède, après des décennies de neutralité, a opéré un retour marqué vers la défense. La Finlande, nouveau membre de l'OTAN, en 2024 reconstruit ses défenses côtières, modernise son armée de l'air et rétablit la formation à la défense civile. Le légendaire État guerrier suédois forme désormais ses citoyens non seulement à prendre soin, mais aussi à se battre, et la Norvège reste vigilante aux latitudes les plus élevées de la planète. Sa stratégie arctique vise à défendre les routes maritimes essentielles et à surveiller l'activité militaire russe en mer de Barents. Avec des sous-marins modernes et des manœuvres communes avec les États-Unis d'Amérique dans le Grand Nord, la Norvège est une sentinelle discrète qui surveille la frontière gelée de l'OTAN. L'Europe de l'Ouest a longtemps bénéficié des dividendes de la paix. L'addition est arrivée, et une révolution du réarmement est en cours. La Zeitenwende de l'Allemagne représente plus qu'un slogan politique. Elle marque un tournant culturel majeur pour le pays. Après des décennies de sous-investissement et d'ambiguïté stratégique, Berlin a promis 100 milliards d'euros de nouveaux investissements dans la défense, relancé son industrie d'armement nationale et entamé la lente marche vers une crédibilité militaire. La France a toujours conservé ses instincts guerriers. En tant que seule puissance nucléaire d'Europe, en dehors du Royaume-Uni, Paris modernise discrètement sa dissuasion maritime et aérienne, tout en déployant sa force expéditionnaire au Sahel, dans l'Indo-Pacifique et en Europe de l'Est. La France est déterminée à être un leader et à le démontrer. Après le Brexit, le Royaume-Uni s'affirme comme la première puissance navale de l'OTAN. La revue intégrée a réorienté ses priorités vers l'Indo-Pacifique, mais la guerre en Ukraine a recentré l'attention sur l'Europe. Le Royaume-Uni équilibre maintenant les deux, déployant des groupes de frappe, renforçant la cyberdéfense et investissant dans de nouveaux sous-marins et avions furtifs. L'Europe du Sud s'est confrontée depuis longtemps à des difficultés économiques, une instabilité régionale et des voisins instables. Elle adapte maintenant sa politique de défense pour contrer les menaces grandissantes venant de l'Est et du Sud. L'Italie redouble d'efforts pour moderniser son industrie de défense. Leonardo, géant de la défense, fournit des technologies de pointe à l'OTAN. Rome équilibre ses engagements envers l'OTAN, tout en s'affirmant comme un leader dans la défense européenne future. Elle investit dans la guerre par drone et encourage une meilleure interopérabilité entre les alliés européens. Auparavant peu dépensière au sein de l'OTAN, l'Espagne augmente progressivement ses dépenses et ses acquisitions militaires.
Le pays investit dans la cyberdéfense, la modernisation navale et les forces de réaction, tout en contribuant aux missions de l'OTAN dans les pays baltes et en Afrique. La Grèce, coincée entre plusieurs lignes de faille, a toujours vécu avec un sentiment de menace accrue. Les tensions avec la Turquie, les flux de réfugiés et les différends énergétiques en Méditerranée orientale ont poussé Athènes à signer plusieurs pactes de défense, dont un accord historique avec la France. Elle a aussi acheté des avions de chasse Rafale, des frégates et des drones. La Grèce ne se contente pas de réagir. Elle se prépare en s'engageant à dépenser 25 milliards d'euros dans la prochaine décennie. Tout le monde sait que les efforts nationaux ont leurs limites. Un missile russe franchira les frontières et une cyberattaque se propagera sur tout un continent sans prévenir. La préparation individuelle est nécessaire mais insuffisante. La sécurité européenne dépend non seulement des arsenaux nationaux, mais aussi de la capacité à agir ensemble de manière fluide, rapide et décisive. Des engagements renouvelés envers l'OTAN, au projet de défense ambitieux de l'Union européenne, l'Europe, apprend à la dure que survivre au XXIe siècle nécessite plus que des murs solides. Cela exige une forteresse unie. Après des décennies de conflits hors zone, l'OTAN se recentre avec précision sur la défense de l'Europe. Le sommet de Madrid de 2022 a marqué un tournant, annonçant un nouveau modèle de force remplaçant la posture de déclencheur de la guerre froide par une puissance de feu déployée en avant. Ce modèle prévoit que plus de 300 000 soldats seront en état de préparation élevé en Europe, avec des unités nationales préaffectées à des plans de défense spécifiques en cas de crise. Cette évolution inclut une expansion massive de la présence avancée renforcée de l'OTAN, présence avancée renforcée, débutée en 2017 avec 4 groupements tactiques dans les États baltes et en Pologne. Elle croît désormais en taille et en portée. Des unités multinationales supplémentaires sont déployées en Slovaquie, Roumanie, Hongrie et Bulgarie, positionnant des blindés lourds, des systèmes de défense aérienne et des unités de soutien près des frontières russes. En coulisses, l'OTAN réorganise sa structure de commandement pour gagner en rapidité. Création de 2 nouveaux commandements opérationnels. Le commandement des forces interarmées de Norfolk pour sécuriser les lignes d'approvisionnement de l'Atlantique et le commandement de soutien et d'appui interarmé pour rationaliser la logistique. Ces commandements visent à empêcher l'alliance d'être prise au dépourvu. En somme, l'OTAN ne se limite plus à la dissuasion, elle se prépare au combat. Jadis raillée pour sa lenteur et ses conflits politiques, l'Union européenne a commencé à agir avec une surprenante urgence. Le Fonds européen de la défense coordonne désormais des milliards de dépenses en recherche et développement entre ses États membres. Parallèlement, la coopération structurée permanente offre un cadre à plus de 60 projets de défense multilatéraux, allant des drones maritimes aux réseaux de cyberdéfense. La boussole stratégique de l'Union européenne, adoptée en 2022, définit une vision pour une posture de défense crédible de l'Union au niveau stratégique. Elle prévoit la création d'une force de déploiement rapide de 5000 hommes d'ici 2025. Cela a permis de créer de meilleurs outils de réponse aux crises et d'améliorer la coordination avec l'OTAN. Ce n'est pas une armée européenne, mais cela s'approche d'une identité sécuritaire cohérente pour l'Union européenne. Peut-être que l'initiative la plus sous-estimée est la mobilité militaire, financée conjointement par l'Union européenne et l'OTAN. Ce projet en coulisses élimine les obstacles bureaucratiques et physiques qui entravaient autrefois les mouvements de troupes à travers l'Europe. Partout en Europe, les ponts ont été renforcés pour les chars, l'écartement des rails est standardisé et les douanes sont numérisées. La dépendance de l'Europe à la technologie militaire américaine est progressivement rééquilibrée grâce à des programmes conjoints visant à développer des systèmes de pointe sur le continent. En tête de ce mouvement se trouve le système de combat aérien du futur, ou système de combat aérien du futur, un partenariat franco-germano-espagnol visant à développer un chasseur de 6e génération, des essaims de drones, et des capteurs avancés, le tout destiné à remplacer le Rafale et l'Eurofighter d'ici 2040. En parallèle, le projet Tempest, mené par le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon, vise à produire un chasseur de 6e génération concurrent doté de capacités similaires. Ces projets ne visent pas seulement le prestige, mais aussi à garantir l'indépendance stratégique. L'Europe investit aussi beaucoup dans sa défense antimissile. La défense aérienne et antimissile intégrée de l'OTAN est en cours d'expansion, tandis que l'initiative European Sky Shield de l'Allemagne, lancée en 2022, vise à créer un réseau de défense aérienne en couche à travers le continent. Plus de 20 nations sont maintenant impliquées dans l'un des efforts de défense aérienne les plus ambitieux de l'histoire européenne. Discrètement, les pays européens améliorent leurs aptitudes de combat sous-marin. Le sabotage de Nord Stream a révélé la vulnérabilité des infrastructures sous-marines. L'OTAN
et les marines de l'Union européenne ont donc accru leurs investissements dans la surveillance des fonds marins, la lutte anti-sous-marine et les drones sous-marins autonomes. Il ne s'agit pas seulement de se protéger contre les sous-marins russes, mais aussi de défendre les artères numériques vitales pour l'économie européenne. Les chars, avions de chasse et groupes de combat font les gros titres, mais les guerres ne sont pas gagnées seulement par les forces armées. Elles sont remportées par des sociétés capables d'encaisser un coup et de continuer à fonctionner. Dans la doctrine de sécurité émergente de l'Europe, la préparation civile n'est plus une réflexion secondaire, c'est un pilier de la dissuasion. Des réserves de nourriture et de carburant au plan de communication de crise, les pays réalisent que la résilience intérieure est aussi cruciale que la puissance de feu au front. Dans un conflit moderne, votre plus grande vulnérabilité se trouve souvent hors du champ de bataille, panne d'électricité, file d'attente à l'hôpital ou désinformation. L'Europe doit avant tout prioriser sa capacité à maintenir l'éclairage. Le réseau énergétique européen, autrefois très dépendant du gaz russe, est en cours de restructuration pour renforcer sa résilience. Les pays diversifient leurs approvisionnements, construisent des terminaux de gaz naturel liquéfié et constituent au lit des réserves de carburant. La Norvège a intensifié les patrouilles maritimes près de ses pipelines. L'Allemagne et les Pays-Bas investissent dans des systèmes énergétiques décentralisés, basés sur les renouvelables, plus difficiles à saboter. La sécurité des communications est une autre priorité. Les gouvernements sécurisent leur infrastructure 5G contre les ingérences étrangères, protègent les réseaux satellites et mettent en place des redondances pour les services Internet et radio. La nouvelle loi sur la résilience cybernétique de l'Union européenne impose des normes de sécurité plus strictes pour tout, des routeurs aux réseaux intelligents. Les réseaux de transport, souvent négligés, sont maintenant surveillés. Les centres ferroviaires, les ports et les corridors logistiques sont renforcés contre les attaques cybernétiques et physiques. L'effort de mobilité militaire de l'Union européenne sert aussi de projet de travaux publics, assurant le transport rapide des chars, de la nourriture, des médicaments et des biens essentiels en cas de crise. Partout sur le continent, les vieux manuels de défense civile sont ressortis des étagères et réécrits pour l'ère de la guerre hybride. La Suède et la Finlande relancent des programmes de défense civile de la guerre froide, considérant chaque citoyen comme partie intégrante de l'effort national. Les célèbres bunkers finlandais, approvisionnés en nourriture et en fournitures médicales, incluent des plans détaillés pour maintenir les services sociaux durant un conflit. La planification des interventions d'urgence est repensée pour gérer les menaces multidomaines, coupures de courant avec cyberattaques, afflux massifs de réfugiés et désinformation, ou même menaces biologiques lors de crises conventionnelles. Les gouvernements organisent des exercices impliquant l'armée, les hôpitaux, les écoles, les agences de transport et les collectivités locales, basés sur divers scénarios. En coulisses, la sécurité des chaînes d'approvisionnement est devenue une obsession discrète. La pandémie de coronavirus disease 2019 a révélé la vulnérabilité de l'Europe face aux perturbations d'approvisionnement en fournitures médicales, semi-conducteurs et produits pharmaceutiques de base. Aujourd'hui, les stocks stratégiques sont reconstitués, la production nationale est soutenue et les importations clés sont diversifiées, en particulier dans l'alimentation, l'énergie et le médical. Cependant, aucune stratégie ne peut réussir sans une population préparée, faisant de la sensibilisation du public un véritable champ de bataille. L'éducation à la gestion de crise connaît un renouveau discret. La Suède a distribué un guide à tous les foyers pour se préparer aux crises ou à la guerre, abordant les premiers secours et la détection de la désinformation. D'autres pays lancent des programmes scolaires, des ateliers publics et des campagnes d'application d'urgence pour tenir les citoyens informés et prêts. L'un des outils les plus récents est la formation à la résistance à la désinformation. Des pays comme la Lituanie et l'Estonie ont été pionniers dans des campagnes publiques qui apprennent aux citoyens à vérifier les sources, à reconnaître les bots et à identifier les opérations d'influence coordonnées. À une époque où une seule publication virale peut semer la panique, cette culture numérique est aussi cruciale que toute défense physique. Certains gouvernements réexaminent les modèles de service national, militaire et civil. L'Allemagne débat d'un retour au service obligatoire qui pourrait inclure des rôles dans la santé, la logistique ou la réponse aux situations d'urgence. La France et le Danemark testent des unités de volontaires mobilisables en cas d'urgence nationale. Le message est simple, la défense nationale n'est plus seulement l'affaire de l'armée, c'est la responsabilité de tous. La puissance militaire demeure cruciale, mais les futurs conflits seront autant façonnés par le silicium que par l'acier. Pour garder une longueur d'avance, l'Europe investit non seulement dans sa préparation à la guerre, mais aussi dans les technologies qui pourraient la définir. L'intelligence artificielle est désormais intégrée dans les systèmes de commandement, les essaims de drones et les simulations de champs de bataille.
Les industries de défense européennes s'efforcent de rattraper les avancées américaines et chinoises en investissant massivement dans des applications d'intelligence artificielle allant de la maintenance prédictive à l'analyse du champ de bataille en temps réel. Des initiatives comme le plan coordonné sur l'intelligence artificielle de l'Union européenne et le plan d'action sur l'intelligence artificielle de l'Agence européenne de défense visent à consolider la recherche et à accélérer l'adoption militaire. Des pays comme la France et l'Allemagne financent également des laboratoires nationaux d'intelligence artificielle pour la défense, et au Royaume-Uni, le ministère de la Défense poursuit des essais de collaboration homme-machine impliquant des essaims de drones autonomes aux côtés des forces spéciales. Cependant, l'Europe avance prudemment, en accordant une grande importance aux considérations éthiques, peut-être davantage que d'autres puissances mondiales. La future loi de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle contient des clauses affectant directement les systèmes d'armes autonomes, renforçant le principe que les humains doivent garder le contrôle sur les décisions de vie ou de mort. Cette tension entre l'innovation et la retenue déterminera jusqu'où et à quelle vitesse l'intelligence artificielle européenne pourra être militarisée. L'espace, jadis une frontière paisible, est maintenant un domaine disputé. Les responsables de la sécurité européenne comprennent que les signaux Global Positioning System, les systèmes d'alerte précoce et les communications chiffrées dépendent tous des satellites, et que ces satellites sont de plus en plus menacés. En réponse, l'Europe investit dans la protection des constellations de satellites, intègre la redondance dans les réseaux de communication et déploie des technologies pour détecter et éviter le brouillage ou l'usurpation de signal. La France a déjà créé un commandement spatial et l'Agence spatiale européenne travaille avec l'OTAN pour surveiller le trafic spatial et protéger les actifs en orbite. Le développement de la connaissance de la situation spatiale, qui consiste à suivre ce qui vole au-dessus de la Terre, est un autre domaine d'attention. Les programmes de l'Union européenne cartographient les débris orbitaux, suivent les satellites, et surveillant les menaces potentielles. En 2022, l'Allemagne a lancé un nouveau système radar de surveillance spatiale, alors que l'Italie et l'Espagne développent de petites constellations de satellites pour améliorer l'observation en temps réel. Et l'Europe réfléchit aussi à des capacités de contre-espace. Celles-ci incluent tout. Des outils cybernétiques visant les satellites ennemis aux technologies co-orbitales, capables d'inspecter ou de désactiver des systèmes rivaux sans les détruire. Discrètement, l'Europe se prépare à un avenir où les guerres pourraient commencer par une coupure dans l'orbite. La protection des infrastructures critiques reste une priorité absolue. Après des cyberattaques contre des hôpitaux, des chemins de fer et des pipelines, les pays renforcent les réglementations de cybersécurité dans les secteurs publics et privés. La nouvelle directive Network and Information Security 2 de l'Union européenne impose des normes de sécurité plus strictes dans les secteurs essentiels, de l'énergie et des transports à la santé et à l'eau. Derrière tout cela se cache un désir d'affirmer la souveraineté numérique. L'Europe vise à diminuer sa dépendance envers les fournisseurs de technologies étrangers, notamment ceux de Chine et des États-Unis. Des initiatives comme Gaia X visent à créer une infrastructure cloud sécurisée et contrôlée par l'Europe. En même temps, les ministères de la Défense financent des startups locales de cybersécurité et déploient des systèmes de communication sécurisés qui ne passent pas par des serveurs étrangers. L'Europe était mieux préparée à un conflit qu'à tout autre moment depuis la guerre froide, mais le niveau de préparation reste inégal. Certains États, comme la Pologne et la Finlande, progressent rapidement dans leur préparation militaire et civile, tandis que d'autres accusent un retard dans ces domaines. Des lacunes majeures persistent tantôt dans la défense aérienne, la logistique conjointe et la résilience cyber, et des fractures politiques allant des différends sur les dépenses de défense aux perceptions divergentes de la menace continuent de compliquer l'unité. L'Europe devra trouver un équilibre entre dissuasion crédible et dialogue stratégique à l'avenir. La force dissuade l'agression, mais la diplomatie gère l'escalade et prévient les erreurs de calcul. Le défi consiste à rester ferme sans tomber dans la guerre même que l'Europe espère éviter. L'histoire a montré que la paix est rarement préservée par l'espoir seul. Dans les années 30, les signes avant-coureurs étaient de présent, mais beaucoup ont choisi de les ignorer. Aujourd'hui, les signaux clignotent à nouveau. L'Europe agira-t-elle à temps ? Peut-elle se défendre sans les États-Unis ? Quel pays prendrait les commandes ? Partagez vos réflexions en commentaire. Découvrez maintenant ce qui arriverait si la Russie et l'OTAN entraient en guerre, au jour le jour, ou regardez plutôt cette vidéo.